féliciter sur Congo Mikili. Nous avons chopé, permettez l'expression, Félix Tshisekedi des passages à Paris. Depuis la publication des résultats électoraux en République démocratique du Congo, il n'arrête pas de parcourir le monde pour expliquer aux décideurs occidentaux la situation en République démocratique du Congo. Alors nous l'avons récupéré en urgence. On est obligé de faire cette interview dehors et loin de notre studio. Bonjour Félix. Bonjour Kevin. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir quelle est la situation de M. Etienne Tshisekedi qui serait en résidence surveillée. Oui, comme vous le dites, sa situation, c'est une situation de résidence surveillée qui ne dit pas son nom, mais c'est clair. Les visiteurs sont filtrés, voire intimidés, tracassés. Et oui, il est dans cette situation. Quelles sont les mesures qui ont été prises au niveau de l'UDPS pour briser cette époque? Mais vous savez que nous avons affaire à une dictature. Les mesures, même si nous les prenons, les mesures, à mon avis, elles ne changeront pas grand-chose. Nous avons notre détermination et nous sillonnons le monde pour informer à ce monde que c'est un bandit qui a pris le pouvoir au Congo et qui est en train de gouverner le Congo en bandit. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous les prévenons pour que quand nous allons passer à l'action, que cela ne soit pas condamné. Le cardinal de Kinshasa, Monseigneur Monsengo, il est toujours Monseigneur, bien qu'il soit devenu cardinal, a pris une position par rapport aux élections. Quelle réaction, vous, au niveau de l'UDPS, avez-vous par rapport à cette décision? Mais une réaction de joie, parce que vous savez, l'Église est une grande institution au Congo et lorsque celle-ci prend position, comme nous, contre le hold-up électoral qui a eu lieu au Congo, ça ne peut que nous réconforter. Ça ne va que dans le sens que nous souhaitions. Au-delà de la collusion d'intérêts entre l'Église catholique, l'UDPS et certaines personnes qui sont pour M. Etienne Tshisekedi, avez-vous des atomes crochus avec l'Église catholique? Y a-t-il des synergies d'actions, de mouvements? Préparez-vous des choses ensemble pour que la situation puisse changer? Pas que je sache, mais vous savez, les grands esprits sont faits pour se rencontrer. Et puis dire qu'on est pour M. Etienne Tshisekedi, c'est un peu caricaturé. On est pour la vérité, l'expression de la vérité. On est pour le respect de la volonté populaire. Et cette volonté populaire s'est exprimée dans le sens qu'on connaît, donc c'est-à-dire pour M. Etienne Tshisekedi. Donc on ne fait que être pour la vérité. Et partout où nous sommes passés, ici en France, tous les contacts que j'ai et que je vais avoir, jusqu'ici, je n'ai entendu personne remettre en cause la victoire d'Etienne Tshisekedi. Donc c'est clair, nous avons gagné. Cette victoire, nous la revendiquons, nous la voulons et par respect pour le peuple. Et si on ne nous la donne pas, nous agirons comme il faudra agir, mais en tout cas, nous préférons prévenir la communauté internationale qui, normalement, devrait aller dans notre sens. Alors, il y a une opinion de plus en plus forte qui fait jour, selon laquelle on devrait annuler ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Annuler les élections, nous évidemment, nous ne pouvons pas le souhaiter parce que nous sommes victorieux. On doit annuler la proclamation frauduleuse de M. Joseph Kabila. C'est lui qui a triché, qui a volé la victoire du peuple, c'est lui qui doit être disqualifié. Ça, c'est notre première revendication. Mais maintenant, si nous sentons que dans la population, il y a une envie, parce que le souverain primaire, c'est le peuple, s'il y a une envie de refaire les choses pour mieux les redire, nous allons nous incliner. Le peuple, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu, comme on dit. Nous allons nous incliner et nous retournerons aux urnes parce que nous sommes sûrs que notre peuple aspire au changement et qu'il nous reconfirmera dans cette victoire. Alors venons maintenant en Occident où vous êtes en tournée. Pensez-vous que l'Occident soit un interlocuteur valable si on sait que les pays occidentaux font partie du problème justement? Bon, faire partie du problème, c'est aussi un peu caricaturé. Ils sont forcément partis à ce conflit parce que d'abord, ils sont contributeurs, c'est déjà un. Et puis, de deux, ils ont de l'influence chez nous. Vous savez que nous ne pourrons pas reconstruire une nation forte sans des investissements, des capitaux qui viendraient de l'étranger. Et l'étranger, c'est ici. Et donc, il faut parler aux Occidentaux parce qu'ils ont une certaine influence qu'il ne faut pas nier.
Mais nous ne disons pas que c'est eux qui ont la décision. La décision, elle est chez nous. La décision est entre les mains des Congolais. Mais celle-ci doit être accompagnée parce que, comme je vous l'ai dit au début, nous avons affaire à un régime criminel qui utilise des méthodes criminelles, des méthodes barbares. Et nous n'avons pas le moyen de nous défendre contre ces méthodes. Donc il faut trouver ceux qui ont l'influence pour empêcher à ces criminels d'exercer leur passion, en fait. On va faire un petit voyage en Occident par rapport à vos démarches. Nous allons commencer par les États-Unis, pays dont un des anciens présidents, M. Clinton, est accusé d'avoir été à l'origine du problème que nous connaissons dans le pays des Grands Lacs. Vous êtes allé aux États-Unis avec M. Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qu'on peut espérer des Américains? Bon, écoutez, on ne va pas sortir ici, on ne va pas déballer toutes les conversations diplomatiques, ça ne se fait pas. Ce qui est vrai, c'est que M. Clinton n'est plus du tout le président des États-Unis depuis très longtemps. Et c'est comme je vous l'ai dit, la solution de la crise dans certains pays africains est en Afrique d'abord. Mais si nous venons parler aux Occidentaux, c'est parce que il y a beaucoup de choses qui sont parties d'ici, que ce soit en termes de décision, en termes d'armes, en termes de soutien, etc. Donc il faut venir parler à ceux qui ont un certain contrôle des choses là-bas pour qu'ils nous accompagnent dans nos efforts que nous fournissons sur le terrain afin de ramener la démocratie et l'état de droit. Donc moi je ne regarde pas trop ce que M. Clinton et sa clique font chez eux. Moi je regarde sur le terrain. Et sur le terrain, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de calme, d'état de droit, d'institutions démocratiques pour essayer de sortir nos populations de la crise. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et quand nous venons leur en parler, nous sentons qu'il y a des oreilles attentives, mais le problème reste chez nous, comme on a dit. Donc il faudrait trouver quelque chose, un pont entre ce qui va se dire ici et ce qui va se faire chez nous. Et les Black Caucus, qui est le lobby des Afro-Américains, a quand même assez influent aux États-Unis, vous ne les avez pas vus puisqu'ils sont anormalement silencieux? Écoutez, moi, c'est comme je vous l'ai dit, hein, tout le monde a ses problèmes. Tous ces gens sont au courant de ce qui se passe en Afrique, au Congo principalement. L'important, c'est de les informer. Mais le plus important, c'est de travailler sur le terrain. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure à propos de l'Église catholique que j'étais très satisfait de son intervention parce que c'est une grosse institution et lorsque celle-ci se met en branle aux côtés des forces démocratiques, il y a lieu d'espérer un avenir meilleur. Et les Occidentaux ne feront que nous accompagner parce que ça, ce sera la volonté du peuple qui se sera exprimée et tant mieux, ce sera tant mieux pour nous. Allez, notre petit voyage se poursuit. Le Canada est considéré par d'aucuns comme un paradis fiscal des sociétés minières. Non, les sociétés minières sont largement impliquées dans la situation au Congo. Vous avez fait beaucoup de voyages au Canada. Au niveau de la bourse de Toronto, y a-t-il eu des contacts? Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Oui, nous avons eu des contacts avec des sociétés, avant même les élections, des sociétés minières, pour leur expliquer ce que nous voulons, nous, de la République démocratique du Congo, ce que nous voulons faire de la République démocratique du Congo. Nous leur avons expliqué que nos minerais étaient là justement pour être exploités parce qu'on en a besoin, nous, quand ce sera des produits finis. Et les autres, ceux qui les exploitent, en ont aussi besoin pour fabriquer ces produits. Donc, mais tout ça doit se faire dans un certain ordre et surtout dans le respect des populations, de l'emploi et de bien d'autres critères. Nous en avons parlé, nous leur avons montré cela, c'était très satisfaisant. Nous n'avons pas de raison de penser aujourd'hui que ces sociétés préfèrent le désordre que leur propose M. Kabila et sa bande à ce que à l'ordre que nous leur proposons, à cet état de droit dans lequel tout le monde va se retrouver, à commencer par la population congolaise. Nous sommes en France où le gouvernement français a une obsession maladive, s'est rabiboché avec M. Paul Kagame. Le gouvernement français qui a bénéficié de certains contrats, nous sommes à la défense, juste derrière nous il y a Total, il y a Areva. Total a eu une partie du pétrole du lac Albert.
Et Areva, dont on voit l'immeuble le plus total, c'est juste la tour à côté, a aussi eu des contrats, Orange aussi, avec le 4e opérateur de téléphonie. Alors, ces contacts avec le gouvernement français, qu'est-ce que ça donne? Bon, les contacts, il doit y en avoir, hein, ça, on ne doit pas refuser ça. Ce sont des entreprises financières, donc, dont le but, en tout cas, est de faire du chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas leur reprocher de chercher à faire des affaires, mais il ne faut pas faire des affaires pour des affaires mafieuses, des affaires qui étouffent les vrais problèmes qui sont la dictature, les massacres de population, etc. Ça, nous dirons non, que ce soit EDF, Areva ou Total, s'ils viennent au Congo pour soutenir une dictature et donc continuer à soumettre notre peuple à l'avilissement, eh bien ça, nous dirons non, nous attaquerons toutes ces entreprises. Donc c'est bien beau de venir, mais qu'on vienne investir pour un développement de notre pays, pas pour nous ramener en arrière. Non, ça jamais. Partons maintenant en Belgique, pays où vous avez longtemps vécu, que vous connaissez assez bien, oui, dont les grands partis traditionnels, notamment francophones, sont pour le gouvernement actuel de Kinshasa. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qui est possible d'être fait? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Bah, ça continue d'être fait déjà. Nous avons encore d'autres rendez-vous. Bon, dire aussi que les grands partis sont pour le régime de Kinshasa, je ne sais pas. Vous allez peut-être vite en besogne. Est-ce que vous avez raison? Je ne sais pas. Non, je me suis basé sur ce que je vis à la télé. Est-il qu'il y a eu pour nous, deux actes que nous trouvons vraiment maladroits et malheureux. C'est d'abord la prise de position du ministre des Affaires étrangères belge, M. Reinders, pour dire sans aucune preuve, sans aucun élément avancé que l'ordre d'arrivée ne change pas. Confirmer cela, pour nous, ça a été très maladroit. Et ensuite, cette fameuse lettre du Premier ministre, M. Diroupo, qui félicitait sans le féliciter M. Kabila. Ça aussi, c'était très maladroit, parce que ça a été exploité par Kinshasa. Ils ont passé ça en boucle sur la chaîne nationale qui devrait normalement être pluraliste, mais bon, vous savez. Et donc, c'est très malheureux. Donc, nous sommes en train de travailler pour leur dire que c'est très, très mal ce qu'ils ont fait. Et je peux vous dire que même à ce niveau-là, nous avons reçu des assurances comme quoi ça a été malheureux. C'était des actes malheureux. On ne doit pas en parler ici pour dire les termes exacts de ce qu'ils ont dit, mais c'est clair que le Premier ministre a été induit en erreur. L'Afrique du Sud, maintenant nous sommes en Afrique, est dirigée par l'ANC, un parti qui fait partie de l'Internationale socialiste et dont le président a des fois des positions ambiguës. Quels sont les rapports entre l'UDPS et l'ANC déjà? Et comment expliquez-vous le comportement de l'Afrique du Sud qui aurait même expulsé M. Etienne Tshisekedi? Non, l'Afrique du Sud n'a pas expulsé M. Etienne Tshisekedi, ça il ne faut pas... Bon, c'est la BBC qui l'a annoncé? Non, c'est totalement faux, c'est archi faux. M. Tshisekedi, je ne sais pas, en tout cas la dernière fois qu'il a quitté l'Afrique du Sud, il est parti par un aéroport privé parce qu'il partait avec un jet privé. Donc l'expulser, je ne sais pas, ça m'étonnerait. Et les relations avec l'ANC sont bonnes aussi. Mais bon, vous savez, l'Afrique du Sud a aussi chez elle une classe d'affaires. Une classe d'affaires qui envisage aussi d'investir au Congo, etc. Et donc ça vient un peu de n'importe où. On se dit, on a envie d'aller au Congo, mais le Congo fait peur, le Congo est instable, le Congo a une dictature, etc. Donc c'est un peu le problème qu'il y a partout. Et comme ça ressemble à une jungle, ce Congo, à cause de ceux qui sont en train de le gouverner, eh ben, cette jungle donne parfois des appétits gloutons à des entreprises qui veulent venir faire du business pour le business. C'est un peu ça. Nous sommes très faibles pour le moment parce qu'il n'y a pas d'administration digne de ce nom. Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à nous battre et dire même à nos frères sud-africains qui n'ont pas intérêt, eux, qui savent ce que c'est que qui savent ce que c'est que la répression, l'injustice, ils n'ont pas intérêt à venir dans un pays qui est dirigé par une oligarchie
hein, une clique de criminels économiques dont le seul but est de la prédation, rien que la prédation. Donc c'est regrettable ce qui arrive parfois de la part de certains Sud-Africains, mais c'est comme je vous le disais, la solution est au Congo. Si nous, au Congo, nous changeons les choses, nous mettons des règles que tout le monde doit respecter, eh bien, ça va aller. Donc on ne doit pas aller pleurnicher et demander que cela vienne d'ailleurs. Nous ne devons qu'informer ceux que nous venons voir, pas pleurnicher, leur dire, dénoncer quand il faut dénoncer, leur dire ce que nous pensons faire, et ensuite changer la donne sur le terrain. Et quand nous aurons changé la donne sur le terrain, à ce moment-là, tous ces gens viendront et respecteront le Congo. Pour clôturer ces chapitres diplomatiques, est-ce que peut-on mener une lutte pour libérer un pays quand on n'a pas un seul allié parmi les pays voisins? Mais nous sommes en bon terme avec tous les pays voisins. Il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par allié, mais nous avons de bons rapports avec le Congo-Brazza, l'Angola, le Rwanda même, l'Ouganda. Enfin, il n'y a pas d'inimitié en tout cas. Hein. Nous n'avons pas d'adversité, non, ça va. Il n'y a pas de... Mais apparemment, je ne sais pas ce que vous entendez par allié. Apparemment, ils soutiennent l'autre camp. Mais s'ils soutiennent l'autre camp, c'est une erreur. Parce que notre peuple, une fois de plus, je vous dis, notre peuple a souhaité le changement. Il a élu un nouveau président. Et s'ils soutiennent l'autre camp, mais quand ce nouveau président aura son impérium, eh ben, c'est eux qui auront mis nos relations de bon voisinage à mal. Nous, en tout cas, nous n'avons aucun problème avec nos voisins. Nous demandons à nos voisins de respecter notre souveraineté, de respecter l'expression de la volonté populaire, et c'est tout. Donc le reste, c'est pas notre problème. Si eux veulent aller dans de l'aventurisme, bon, ça a un prix, hein, l'aventurisme. Alors revenons maintenant au Congo. Comment expliquez-vous une espèce de léthargie de la part du peuple congolais? Nous avons vu par exemple en Syrie, il y a 5000 morts, il y a une répression féroce, les gens sont toujours dans la rue. En Égypte, sur la place Tahrir, il y a beaucoup trop il y a du monde dans la rue. Mais au Congo, on a comme l'impression que la mayonnaise ne prend pas. Comment expliquez-vous, vous qui êtes un des responsables d'un des partis politiques le plus populaire au pays, comment expliquez-vous cette léthargie? Bon, léthargie, c'est aussi trop dire. Vous allez un peu trop fort. Il n'y a pas de léthargie parce que quand même, vous avez vu des manifestations au Congo qui ont été réprimées dans le sang. Il y a beaucoup de morts que ce régime a occasionné. Mais vous savez, comme en Égypte, en Syrie et ailleurs, le Congo aussi connaîtra son essor. C'est une question de temps. Ce peuple, vous avez vu déjà comment cette fois-ci ça a été différent des fois passées. Cette fois-ci, les Congolais se sont levés plus que comme jamais on les avait jamais vus se lever comme ça, comme un seul homme. Partout dans le monde, déjà dans la diaspora, tous les Congolais sont levés comme un seul homme. Ça ne s'était jamais arrivé du tout. Donc cela va aller crescendo et un jour ce sera au tour de ce peuple de le faire. Quand ça arrive, hein, comme c'était arrivé en Tunisie, en Égypte et tout ça, personne ne l'avait programmé. Et je peux vous dire que même les services secrets les plus puissants du monde n'avaient pas senti venir cette vague. Donc, il n'y a pas de problème. Le Congo, son tour viendra. Donc, ça ne se programme pas, ces choses-là. Quel rapport avez-vous aujourd'hui avec M. Vital Kamerhe? Vous parlez de moi personnellement? Non, ou je de vais mon parler, parti? vous, de votre parti déjà. Ben, nous sommes déjà tous dans l'opposition et nous sommes tous d'accord que c'est Etienne Tshisekedi qui a gagné les élections. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui nous rassemblent. Moi j'ai soutenu sa démarche envers cette soi-disant Cour suprême qui est en fait une parodie de justice. Mais bon, on a soutenu cette démarche parce qu'il fallait montrer à la face du monde que nous n'avons pas de justice au Congo. Donc oui, je dirais nos rapports sont bons. Sans être complice, mais en tout cas, ce sont de très bons rapports. Alors maintenant, parlons de Félix Tshisekedi comme personne. Oui. Pourriez-vous nous résumer votre parcours académique et dans le parti? Oui, ben, moi j'ai fait marketing et communication à Bruxelles, à l'Institut de carrière commerciale. Politiquement, je suis actif, je vais dire, je suis cadre du parti depuis 1993, ici en France on dit 93,
J'ai commencé à la cellule de Leuven comme dirigeant de mon parti là-bas, donc à la cellule de Leuven. J'ai gravi les échelons jusqu'à arriver quelques années plus tard à la fédération. J'étais vice-président de la fédération Belgique-Luxembourg. Et ensuite, en 2008, j'ai été désigné aux relations extérieures de mon parti, poste que j'occupe jusqu'à ce jour. Depuis quelque temps, je suis élu député national, mais vous comprendrez qu'avec la cacophonie dans laquelle ces publications se sont faites, enfin les fameuses compilations de ce bandit de Ngoï Mulunda et ses complices, ce sera difficile pour moi d'aller assumer ces fonctions parce que je ne vais pas me mettre à siéger aux côtés de tricheurs, hein, comme par exemple le fameux gouverneur du Kasaï qui n'avait même pas obtenu 1000 voix et qui aujourd'hui est en train de parader en prétendant qu'il a plus de 30 000 voix. C'est dégoûtant, c'est inacceptable. Donc voilà, depuis quelque temps je suis député national dans mon pays et voilà. Donc implicitement vous portez... Et à part ça, je suis marié, père de 5 enfants. Voilà, donc implicitement vous vous portez en faux contre ceux qui vous accusent de n'être que le fils de votre père. Oui, mais il faut laisser dire. Moi, je m'en fous. Ça. Moi, je réponds toujours par le travail. Moi, ce qui m'importe, c'est la mission qu'a l'UDPS d'instaurer un état de droit, de faire évoluer mon pays, de le faire entrer dans le concert des nations puissantes, parce que mon pays mérite d'être un pays puissant en Afrique et même dans le monde. C'est ça mon ambition. Le reste, je m'en fous. Qu'on dise que je suis le parachuté, fils à papa, je m'en fous. On me jugera sur le travail, ça c'est plus important. Alors, pour terminer cette interview, pensez-vous, en regardant le peuple congolais droit dans les yeux, que M. Kabila va partir? Oui, non seulement je le pense, mais je le crois. Et je m'y active. C'est un tricheur, c'est quelqu'un qui s'est imposé contre la volonté de la population. Sa place n'est pas là, c'est un imposteur. Sa place est soit en prison parce qu'il a triché, soit en dehors des institutions, mais en tout cas, elle n'est pas là. Et nous nous battons. Nous nous battrons pour que cela arrive. Quand j'aurai terminé ma mission ici, je rentre au Congo pour continuer le combat sur le terrain. Il doit partir, c'est un imposteur. Je le dis. Nous disons merci énormément à Félix Tshisekedi qui nous a consacré quelques temps dans son agenda énormément chargé. On dit merci à Didi et Ridi Kilombo qui ont joué nos RP aujourd'hui. Merci à notre partenaire Anima Di à Dallas. On te présente nos condoléances pour la perte de ton papa. Merci à Christian Bonze à Londres, à Bijou Pidakindadi à Kinshasa et à Roger Moussangi pour avoir réalisé cette interview. Et Marie-Laure, moi, comme un concert, je t'avais dit que je te les revaudrais. Donc je t'ai fait la dédicace en retard pour ton anniversaire. Ciao.